C'est un sujet qui va te plaire, Sylvain. Ah, enfin, les derniers. On est en 2024 et il se profile plusieurs tendances sur YouTube. J'avais prédit ces tendances il y a quelques mois, mais on voit de plus en plus de chaînes qui font ce qu'on appelle du storytelling. Mais c'est pas le sujet du jour, parce que celui-là, j'ai envie de plus le travailler pour pouvoir en parler. Par contre, depuis là quelques mois, les Américains et les Français sont en train de découvrir une nouvelle tendance qui va révolutionner la plateforme. C'est la tendance no editing. Ah. Et je sais que c'est un débat qu'on peut avoir tous les deux en off. Et je me suis dit, allez, allons jusqu'au bout du principe de cette chaîne. On va le faire en public. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, le concept du no editing, c'est l'idée que aujourd'hui, l'audience en a marre d'avoir des trucs avec trop de montage dans tous les sens, des effets spéciaux, des effets sonores, etc. MrBeast étant la quintessence de ça, et que l'audience, du coup, cherche, réclame et demande du contenu authentique, pur, où il n'y a pas de montage, ou quasiment pas de montage. Voilà, ça c'est le constat, et c'est le message qui est porté par pas mal de personnes aujourd'hui, qui causent YouTube, des Américains, des Français, etc. Voilà, ça résume bien, parce que je suis moins exposé, moi, à ces contenus-là que toi, je pense. Mais Ouais, non, ça résume bien. C'est-à-dire que on a eu la phase, là, ça va faire 3-4 ans. C'est-à-dire que si on pouvait dire certaines révolutions, certaines évolutions de la plateforme, bah, c'est vrai que MrBeast est arrivé avec un contenu très formaté, très codifié dans la façon d'écrire ses intros, dans la façon de monter ses vidéos. Donc, comme tu dis, avec du cut toutes les 10 secondes, beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran, ça part dans tous les sens, mais en tout cas très réfléchi pour augmenter le temps de la rétention d'une vidéo. Beaucoup d'Américains ont copié exactement ce style. Hein. On a déjà fait un épisode sur le plagiat, donc allez-y regarder, hein, tous ceux qui ont plagié MrBeast. Les Français sont rentrés dedans en se disant bon bah c'est comme ça que ça marche YouTube en 2022, donc on va faire de l'editing de partout, des grosses productions. Et il se dit que l'audience en a marre d'avoir ce genre de contenu qui se ressemble malheureusement un petit peu partout, et que bah, chaque tendance a sa contre-tendance, et donc que le no-editing bah, serait ce qu'attendent les gens, même s'il y en a qui le font des années, et c'est sur ça que je veux te lancer. Est-ce que, à ton avis, toi qui connais YouTube depuis pas mal d'années, c'est une vraie tendance, c'est une vraie révolution, ou ce serait juste un cycle classique sur YouTube? Alors là, on va être un peu dans les opinions, hein. On n'a pas forcément beaucoup Oui, de data non, encore dessus aujourd'hui. Spoiler, enfin pas spoiler, mais petit disclaimer. disclaimer. Euh, En fait, depuis le début de la plateforme YouTube, euh, une extrême majorité du contenu est du no-editing. En fait, 95% des vidéos qui sont uploadées sont des gens qui ont allumé leur cam, parfois ils sont face cam, des fois ils sont pas face cam, qui parlent de sujets, et comme ils ont pas les compétences ou la flemme de faire du montage vidéo, de dynamiser leur montage, etc., ils le postent comme ça. Dans la communauté du coin des youtubeurs, il y a des gens, par exemple, qui parlent de cinéma et qui, après avoir été voir un film, parlent pendant 2 h 30 du film qu'ils ont vu, hyper passionnés, avec plein de choses, etc. Mais il faut s'accrocher pour tenir 2 h 30 sur quelqu'un qui te parle d'un film et qui te donne juste son opinion. Je pense qu'il y a effectivement probablement un juste milieu, selon les audiences, entre la review de 2 minutes 30 faite par Allociné, le journaliste qui essaie de tout résumer et qui met pas tellement de personnalité dedans, et la review de 2 h 30 d'une seule personne. Et voilà. Et donc en fait, moi, ce qui me déplaît un peu dans cette lecture des choses, c'est de dire, en fait, c'est d'essayer de squeezer ou de restreindre notre vision de YouTube à des symboles, en fait. Pas Squeezie, MrBeast est un symbole, tout le monde le connaît maintenant, tout le monde en parle, et c'est effectivement le symbole de l'extrême condensation du contenu, où en gros il va te compacter des fois, je sais pas, 30 jours de travail, 30 jours d'expérience ou d'aventure dans une vidéo de 7 minutes. C'est vraiment poussé à l'extrême. Mais parce qu'il a un but très précis, c'est que 8 milliards de personnes aient envie de regarder cette vidéo. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des chaînes YouTube. Et donc en fait, de dire tout le monde parle de MrBeast, donc aujourd'hui tout le monde fait du MrBeast, c'est faux. Déjà aux États-Unis, très peu de gens arrivent à faire
comme MrBeast. Je donne d'autres exemples de chaînes qui marchent très bien, qui pour moi sont déjà un bon ton en dessous en termes de condensation de contenu par rapport à MrBeast. Marques Brownlee, R-Rack, Ryan Tran, enfin tous ces gens-là, rajoutent d'autres choses, font des contenus plus longs, où il y a des temps de pause, enfin voilà, bref, c'est beaucoup moins condensé que MrBeast. Donc déjà aujourd'hui, même dans les gens qui voient YouTube comme une activité hyper professionnelle, avec plein de gens qui les entourent, qui bossent dessus comme des pros de télé, etc., non, tout le monde ne veut pas faire comme MrBeast. Et il y a plein d'autres modèles qui marchent déjà bien. Donc ça, c'est une chose. Et donc, déjà, de juste dire le symbole MrBeast, on en parle, tout le monde fait MrBeast, du coup, il faut faire l'extrême opposé, je trouve ça débile aussi. Tu vois, pour moi, les extrêmes, il y a quasiment jamais des bonnes choses dans les extrêmes. Après, je sais que ça attise, c'est facile de communiquer là-dessus, ça donne envie, et puis surtout, il y a un truc un peu vicieux là-dedans, c'est que c'est plaisant à entendre. En fait, quand on nous dit non, mais on est d'accord pour dire MrBeast, ça va dans tous les sens, des explosions et tout, c'est n'importe quoi, c'est facile d'être d'accord avec ça. Et donc, du coup, c'est assez facile aussi de dire non, mais aujourd'hui, vous prenez pas le chou, les gens, ils veulent de l'authenticité, etc. Oui, faites-le. Et on en reparle dans 6 mois, quand vous verrez que vos vues, elles décollent pas, et que en fait, les gens n'ont peut-être pas envie de vous entendre parler pendant 1 heure d'un petit sujet qui aurait pu prendre 5 minutes à traiter. Mais alors, ce qui est marrant, je trouve, parce que je suis totalement d'accord avec toi, comme tu dis, c'est facile et c'est souvent mis en avant par des personnes qui sont connues de la plateforme et qui peuvent faire plus ou moins n'importe quoi, auront toujours une communauté qui va les suivre. Je m'explique. Tu parlais de Marcus Brownlee, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, le youtubeur tech, le youtubeur américain tech, c'est ça? Ouais. Et ben, tu sais qu'il a une deuxième chaîne. Je ne sais pas si tu le savais. Avec un Il a une podcast deuxième chaîne. Non. Et Alors, une chaîne auto, il y a troisième chaîne, une chaîne automobile aussi. il a une chaîne automobile. Et est-ce que tu es allé voir le contenu qu'il fait depuis quelques mois sur sa chaîne automobile? J'en ai vu quelques-unes, ouais, des vidéos. Sa chaîne automobile, c'est très simple. Il prend un iPhone, il se filme bras tendu et il parle en faisant le tour de la voiture sans editing. Parce que et ça fait des millions de vues. Mais est-ce que c'est la tendance no editing ou est-ce que c'est Marcus Brownlee qui attire des foules et qui est peut-être, désolé pour certains, qui est peut-être beaucoup plus passionnant que toi et moi qui va aller prendre ma Twingo en vidéo et en parler pendant 20 minutes. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que, comme tu dis, il y a ce côté de... C'est très facile de dire que le no-editing, ça fonctionne. Quand on prend en exemple des personnes qui sont là depuis 10 ans, qui font du contenu depuis des années, qui ont déjà construit des grosses communautés, mais il y a ce côté de... Tout YouTuber qui commence aimerait avoir ce hack magique de se dire... Putain, mais en fait, c'est si simple de faire YouTube. Et ça a marché. Tout ce qui me bloque pour me lancer sur YouTube est balayé comme ça, là, d'un coup de main, en disant, ouais, en fait, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent m'entendre parler pendant 20 minutes d'un sujet que j'aime bien. Et donc, c'est assez marrant. Et on en voit fleurir partout des YouTubeurs en parler, des marketeurs en faire des formations. Alors, c'est marrant de faire une formation sur du no-editing. J'imagine. Je sais pas ce que tu vas apprendre. Prenez votre caméra. Bah oui, prenez votre caméra, parlez. Après, voilà. Pour être pas tout à fait honnête, j'imagine qu'il peut y avoir différentes façons de faire du no-editing, différentes façons, probablement qu'on prépare sa vidéo peut-être un peu plus. Enfin, il y a plein de façons de faire. Donc, on force un peu le trait, évidemment. Oui, Mais après, quand on en a discuté, nous deux, tu m'avais apporté un contre-argument super intéressant. Est-ce que tu vois lequel c'est ou tu veux que je te rafraîchisse un peu la mémoire là-dessus? Sur le fait que finalement ça peut être quand même intéressant de partir dans un esprit no editing quand on commence une chaîne YouTube. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que même si j'en rigole beaucoup et qu'on dit qu'on dit ce qu'on pense, je pense que c'est pas non plus un mauvais move pour des personnes. Alors que ce soit des personnes qui débutent une chaîne YouTube ou des personnes, parce qu'on en a parlé régulièrement sur cette chaîne, qui commencent à se mettre beaucoup trop de pression et qui commencent à avoir ce côté procrastination, perfectionniste. On en parle assez souvent sur cette chaîne. Je pense que ça va être intéressant de reprendre goût juste à cliquer sur publier et se dire finalement, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de vouloir faire des vidéos parfaites à chaque vidéo,
mais c'est de réapprécier le fait de créer du contenu, de partager, même si ça fera pas beaucoup de vues. Je pense que ça peut être une sorte de petite réenclenchement pour des personnes, par exemple pour un Sylvain Lepoutre du coin des youtubeurs, Au hasard. ou pour d'autres personnes au hasard, ou pour des personnes qui ont ce blocage, parce que je discute avec certaines personnes qui aimeraient se lancer sur YouTube, mais qui voient YouTube comme l'Everest à gravir tout de suite. Alors que tu as envie de leur dire, va dans les Vosges. Va dans les Vosges, tu vas voir, c'est tout simple, ça monte doucement, et tu seras content d'arriver là-haut déjà, avant de vouloir tout de suite monter l'Everest. Et petit à petit, voilà, peut-être que c'est intéressant pour certaines personnes de se lancer en no-editing et de se dire, bah, au bout de quelques vidéos, je vais rajouter quelque chose. Peut-être je vais mettre quelques incrustations, ou peut-être que je vais améliorer mon intro parce que je vais l'écrire et je vais mettre un peu plus d'illustration. Et petit à petit, revenir sur ce process d'écriture de vidéo. Donc, pour moi, c'est pas mauvais, c'est juste que ce qui me dérange, et là on est d'accord, c'est le côté hack, tendance magique, et c'est ça qui va vous faire des milliers de vues, parce que chez les Américains, ça fait des milliers de vues, donc vous, petits Français, faites la même chose que les Américains. Voilà, Ouais, c'est il y là a, où je bloque un petit peu. alors, sur le no-editing des Américains, il faut aussi comprendre qu'il y a du faux no-editing. C'est-à-dire que exactement de la même manière que quand Norman s'est développé, il a commencé à tourner dans des studios, et que dans les studios professionnels, ils ont foutu un séchoir à linge pour mettre ses slips derrière, etc., pour donner l'impression qu'il était chez lui. C'est du fake, une espèce de fausse proximité. Il y a du faux no-editing. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous cite des chaînes en exemple pour dire, en fait, il faut revenir à la simplicité, etc. Je pense en particulier, par exemple, à un Life of Risa, que beaucoup de gens nous citent en ce moment. Nous, on sait qu'il y a un boulot de fou derrière pour donner l'impression que c'est un contenu tout simple, tout fluide, tranquille, où on se laisse porter. Il y a un contenu d'écriture, de plan, de tournage, etc., qui est très complexe. Après, on nous parle aussi du bodybuilder américain. Je sais pas pourquoi maintenant. Il y a un bodybuilder qui a percé et d'un seul coup, ça devient la règle partout sur YouTube de faire comme lui. Mais on a un gars qui est hors de la norme. Il a un corps qui est hors de la norme, il a une motivation, une façon de parler qui est hors de la norme, et ça suffit pour être intéressant et pour que les gens viennent vers lui. Je vais vous donner un autre exemple qui va plus vous parler en France. On a des gens qui sont spécialisés dans le fait de faire du clash. Des politiciens, des pseudo-journalistes, enfin voilà, on a des gens qui ont l'habitude de faire du trash, du clash, des machins comme ça. Ces gens-là n'ont pas besoin de faire de l'editing. Ça fait des années qu'ils en font pas, ça fait des années qu'ils ont des grosses audiences sans en faire, juste parce que ils crachent sur les autres, ils crachent leur venin, etc. et que ça stimule un peu les foules. Il y a des chaînes qui font des commentaires sur des matchs de foot, où pareil, la personnalité de la personne fait que le gars, après le match, il allume sa cam, il tourne son truc en 20 minutes, et puis il fait des centaines de milliers de vues là-dessus. Est-ce que pour autant ça veut dire que tout le monde doit le faire? Absolument pas. Absolument pas. C'est une erreur de penser ça. Donc voilà, et donc ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir par exemple sur Marques Brownlee, oui, quand il tourne sa vidéo pour ses voitures, pour les voitures, il y a très peu de montage ou très peu d'editing, voire pas du tout. Est-ce que pour autant ça veut dire que il tourne sa vidéo au moment où il découle la voiture pour la première fois? Je suis pas sûr. À mon avis, il a déjà fait le tour plusieurs fois, il a repéré les trucs, il sait ce qu'il va dire, il a peut-être pas un prompteur devant lui, mais dans sa tête, il sait exactement comment il va présenter les choses. Il a aussi une expérience avec des milliers de vidéos YouTube derrière, et un ton, une façon de parler, de synthétiser des informations qui est unique et que les gens apprécient. Et en plus de ça, il a le bénéfice d'avoir déjà une audience existante. En France, McFly et Carlito pourraient très bien nous faire des vidéos no editing et nous dire non mais franchement, en fait les gars, arrêtez de vous prendre le chou, regardez, on continue de faire des millions de vues sur du no editing. Oui, mais si McFly et Carlito commençaient aujourd'hui là-dessus, ils ne perceraient pas. C'est sûr, c'est quasiment sûr. Donc, tout dépend du stade auquel vous en êtes. Maintenant, pour démarrer, aller dans les Vosges et tout ça, je suis bien d'accord. Je pense qu'en fait, la meilleure façon de le faire, si jamais vous voulez tâter un peu YouTube mais que vous n'avez pas envie d'y aller à fond, c'est effectivement de le faire vous-même en no ou presque no editing, en fait des cuts quand même, ou enlever des parties où vous répétez. C'est ce que j'allais dire. Mais surtout, analysez ensuite vos courbes de rétention, apprenez à les analyser, et voyez les moments où, ah, là vous auriez quand même dû retirer un truc, là vous avez trop digressé. Parce que vous allez comprendre très vite que l'audience, c'est quand même pas magique. Et non, il n'y a pas des millions de personnes qui attendent que ça, d'avoir une vidéo de 2 heures qui aurait pu être résumée en 5 minutes.
Parce que dans le même temps, il y a aussi une tendance qui s'appelle Abrège Frère sur TikTok, de, de quelqu'un qui résume des vidéos qui traînent sur 2 minutes et qui dit en fait, je te résume l'info, ça prend 4 secondes. Donc voilà, on peut mettre tendance contre tendance, mais je pense qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde, peut-être. Non, non, mais effectivement, mais c'est ça qui est bien aussi sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas forcément de hack, de recettes magiques. Moi, c'est ce que je dis souvent à d'autres personnes. Voilà, c'est que ce serait trop facile s'il y avait une recette magique. Et ceux qui vous vendent des recettes magiques sur YouTube, bon, voilà, il y a toujours ce petit côté de moi, ça me dérange. C'est comme les YouTubeurs qui sont devenus connus grâce à YouTube, qui vont te dire, tiens, je sors une formation pour t'apprendre à faire comme moi. Oui, mais personne ne sera jamais comme toi. Et je pense que sur YouTube et encore plus sur le no editing, c'est pas le no editing qui est important, c'est la personne qui va faire le contenu qui est important. Une personne qui a une forte personnalité, comme tu dis, qui a quelque chose d'hors norme, qui a une certaine habitude de s'exprimer, parce que ça c'est important. Les gens qui font du vrai no editing, je serais incapable d'en faire parce que je mets beaucoup trop de E, je pars dans beaucoup trop de directions possibles, donc finalement je serais obligé de faire du cut. Donc ce sera plus du vrai no editing, parce que du vrai no editing, c'est vraiment j'allume ma caméra, je parle pendant 20 minutes, hop, je la mets sur YouTube. Moi je fais ça, personne m'écoute. Je suis désolé, j'ai pas une personnalité hors norme, j'ai pas des magnifiques choses à raconter, j'ai pas l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça que c'est encore une fois, comme d'habitude, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, c'est juste la façon dont vous le faites, mais ne vous attendez pas à avoir une chaîne qui va percer du jour au lendemain, juste parce que vous faites du no editing. Et après, pour en revenir à Life of Risa, pour moi, c'est encore un autre type de chaîne. C'est plus de la chaîne qui a une tendance cinématographique plutôt que du no editing. Parce que on va avoir à chaque fois des angles super bien calculés de où je vais mettre la caméra. Il y a une certaine histoire dans les vidéos, donc il y a une certaine structure, comme tu le dis, qui a souvent été étudiée en avance. Et on est sur des vidéos, presque des vidéos un petit peu satisfaisantes, parce qu'elles sont belles. Parce que les images sont belles, c'est pas tourné avec ton iPhone ou avec ton dernier Samsung Galaxy. Il y a vraiment cette recherche du beau. Ça me fait penser un petit peu au cinéma, tu vois, ça fait un peu film d'auteur super niché qui plaira pas à tout le monde, mais qui va aimer, qui va plaire à une audience. Mais tu peux pas avoir 15 000 chaînes, c'est souvent ce que tu dis, toi. Tu peux pas avoir 15 000 chaînes qui font la même chose parce que finalement, tu en as déjà une, c'est déjà bien, mais tu peux. Voilà. En tout cas, c'est pas comme ça que je conçois moi ma consommation de YouTube, même si elle est très personnelle. Mais souvent, tu vas regarder une personne qui est la mieux dans un domaine. Et ça va être difficile de regarder 15 personnes qui font la même chose Ouais. finalement. Pour les contenus Je sais pas si satisfaisants, en c'est tout clair. cas, c'est le cas. Si, pour les contenus Oui, satisfaisants, que ce soit de l'ASMR, que ce soit de la relaxation, que ce soit des vidéos feel good chill comme Life of Risa, ou des vidéos avec des magnifiques images au drone, etc. Généralement, mettez-vous dans votre propre peau de viewer. Est-ce que vous voudriez regarder 2 vidéos par jour de ce format-là? Généralement, non. Vous en regardez 1 ou 2 par semaine au moment où elle sort et ça vous fait du bien à ce moment-là. Et après, ça suffit, en fait. C'est pas un contenu dont on va se gaver. Contrairement à d'autres formes de formats, des fictions, des vidéos analyses, des vidéos tutos sur un sujet qui nous passionne. On peut s'en gaver, on peut en regarder 10 d'affilée. Il n'y a pas de problème, parce que ça nourrit, on apprend des trucs nouveaux, etc. Mais les vidéos satisfaisantes comme ça, il y a de la place que pour très peu, finalement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, ça me fait halluciner le nombre de gens qui nous citent Life of Risa, alors que c'est une créatrice qui est très peu connue en France, qui est comment dire, qui est pas mainstream comme MrBeast, etc. Et beaucoup de gens nous la citent elle, alors qu'il y a plein d'autres chaînes qui font des contenus similaires et que personne ne cite jamais, en fait. Et donc vous, si vous créez du contenu en vous disant je suis inspiré par Life of Risa, il y a beaucoup de chances que vous retrouviez dans le paquet en dessous, là, où personne ne les regarde, en fait, ces vidéos-là. Donc voilà, mais bon, là, on dérive un petit peu. Tu me faisais penser à un truc tout à l'heure, je trouve qu'il pourrait être intéressant, c'est de se dire que ça peut être quand même, et je vois une vertu au no-editing, c'est que pour des créateurs de contenu qui sont sérieux sur la plateforme et qui performent déjà bien sur la plateforme, je trouve que ça peut être un objectif à viser intéressant. De se dire, j'aimerais que mes vidéos aillent de plus en plus vers du no-editing tout en gardant les mêmes perfs.
Parce que c'est ce qu'on cherche en fait tous en tant que créateurs. On cherche évidemment à toucher du monde, de la perf, rétention, taux de clic, etc. Tu connais l'histoire. Mais on cherche aussi à être vrai, à pouvoir le plus possible exprimer qui on est, exprimer nos idées, etc. Et ne pas avoir besoin, entre guillemets, de masquer ça derrière des artifices, des cuts, des transitions, etc. Et donc, si on arrive petit à petit à faire la transition vers du contenu de ce type-là, quelque part, pour moi, on a tout gagné. Parce que déjà, ce sera plus facile pour faire du contenu. On dépendra plus d'autres gens. On dépendra moins aussi des perfs, des vues, du modèle économique. On enlève cette dépendance-là. Donc, ça rend le truc intéressant. Mais c'est probablement un truc qu'il faut faire étape par étape. Et là aussi, moi, je le vois de façon très analytique. Pour moi, c'est un truc où, tiens, d'habitude, je fais... là, je fais des cuts à cet endroit-là, ou là, je fais des transitions, ou d'habitude, quand je donne cet exemple, je garde qu'une toute petite partie. Là, je vais essayer une fois de le laisser en entier pour voir. Comment va être ma courbe de rétention? Est-ce que vraiment, si je raconte l'anecdote en entier plutôt que de laisser 20 secondes, est-ce que vraiment j'ai beaucoup de gens qui partent? Ah non, en fait, les gens, ils restent. Ah, écoute, peut-être que je vais le faire un peu plus, alors du coup. Et puis petit à petit, on enlève un truc. En fait, l'inverse de comment MrBeast s'est développé sur YouTube, parce que MrBeast s'est développé en rajoutant un truc à chaque fois, en disant là j'apprends les cuts, là j'apprends la musique, là j'apprends tel truc. Là, quelque part, désapprenez un peu certains de ces artifices en vous disant tiens, je vais essayer d'enlever la petite transition que je mets à cet endroit-là, et puis voir si ça change quelque chose ou pas. Et là, si vous le faites de façon scientifique, entre guillemets, je pense que vous pouvez petit à petit progresser. Parce qu'on le voit aussi, nous, sur les créateurs qui se mettent beaucoup la pression et tout ça. On le sait, nous, de notre point de vue extérieur, que des fois, ils en font beaucoup, beaucoup trop de l'over-editing ou de l'over-scripting, entre guillemets. Ils vont trop condenser les choses parce qu'ils ont peur de perdre de l'audience. Alors que parfois, nous, on sait qu'il y a des bouts où c'est pas grave, laisse ce truc-là, t'inquiète, ça va passer. Au contraire, ton audience, elle aimera bien. C'est pas parfait, c'est bien. Ok, non, mais intéressant. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Parce que, alors, dites-nous en commentaire, hein, mais vous allez voir que cette tendance arrive un peu dans toutes les niches, dans tous les types de chaînes différentes. Il y en a qui vont réussir. Encore une fois, pour moi, c'est plus parce qu'ils ont une certaine expérience et c'est leur personnalité qu'on vient voir avant tout, plutôt que le format. Et il y en a qui vont vite revenir à l'ancien mode de YouTube où c'est un peu plus rythmé. Donc voilà, et je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, pour moi, c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent arrêter de se mettre de la pression. Mais c'est pas adapté pour tout le monde. Voilà, en tout cas, personnellement, moi j'aimerais bien tester parce que je suis pas, je m'en fous des stats. En tout cas, je m'en fous. Si je devais faire une chaîne YouTube, c'est pas les stats qui m'intéresseraient, c'est plutôt le parcours et l'apprentissage que moi j'en ai de, de ma gestion de la caméra et de l'écriture et de l'apprentissage. Parce que je pense, alors, si tu as d'autres choses à dire, tu me diras, mais je pense que c'est un très bon apprentissage de comment comment je suis devant la caméra et bosser plus en amont la structure, ce travail ce travail de structure, d'ordonner les idées, plutôt que se dire c'est un hack qui va faire que j'ai des milliers de vues. Je sais que j'aimerais être plus à l'aise quand je parle face à la caméra, et je sais que c'est un exercice qui m'apprendra beaucoup plus plutôt que de faire le classique comme j'ai fait pendant quelques temps, de lire un script, de me focus sur la caméra, de lire mes phrases, de m'arrêter, et finalement au montage tu enlèves tous les passages où tu regardes ton script. Donc voilà, testez-le, ceux qui veulent le tester, testez-le, mais n'attendez pas que ça révolutionne votre chaîne YouTube. Prenez-le Voilà. comme un apprentissage. Comme tu dis, c'est exactement Ouais. ça. Ça va vous aider. Si vous le voyez comme une source de progression et d'apprentissage, génial. N'attendez rien. N'attendez rien en face, parce que probablement qu'il Oui. va rien se passer. Et je me disais aussi, en tant que plateforme, si ça devient une vraie grosse tendance de la plateforme, je suis pas sûr que ce soit une grosse tendance aujourd'hui, mais si ça devient une vraie grosse tendance, et que tous les gros créateurs se mettent à faire du no-editing, tant mieux. Ça fera de la place pour les petits qui font de l'editing, qui vont pouvoir leur passer devant. Et donc finalement, ça va renouveler un petit peu aussi les contenus qui Oui. font surface. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu au départ, mais sur toutes les plateformes et sur beaucoup de choses, en fait, quand une tendance prend trop de place, vous aurez toujours la contre-tendance qui va venir chercher ceux qui sont insatisfaits de la tendance mainstream. Donc c'est normal. Et comme tu le dis, je pense que si tout le monde faisait du no-editing, dans 2 ans, tout le monde se dirait j'ai regardé que si tu cut, c'est ce que veut l'audience.
parce que les gens, ils en ont marre du no-editing. Donc, vas-y, fais des cuts toutes les 5 secondes. Et en fait, pour moi, c'est ce que je dis. C'est un peu des cycles de quel est le truc. Voilà. Et donc, j'ai hâte de voir. Et on en reparlera peut-être un autre jour du storytelling aussi. Parce que ce sont pour moi des tendances qui viennent et qui repartent. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous l'avez vu venir ou finalement c'est moi dans mon petit microcosme qui ai vu ce truc arriver? Et voilà, est-ce que ça pourrait aider certains qui sont un petit peu en recherche de publier un peu plus souvent? Est-ce que ça pourrait vous aider? Ouais, je suis intéressant d'avoir vos retours dessus. Et surtout, de quoi voulez-vous qu'on parle? Est-ce que vous voyez d'autres tendances arriver? Moi, je suis prêt à écouter tous vos commentaires, toutes vos questions là-dessus. Sylvain, un petit mot de la fin? Moi j'ai le petit mot de la fin. Est-ce que ça te tente de tester? On va terminer sur ce côté un peu plus personnel. Je vais te dire un truc qui va pas te plaire. On le fait depuis des Je années. sais. On le fait depuis des années. Ce Oui. podcast, c'est du no-editing. Les lives du coin des youtubeurs, c'est du no-editing. Donc, en fait, voilà. Et je vous laisse juger par vous-même. Est-ce que pour vous, ce podcast est devenu hyper viral et tout parce que c'est ce que l'audience demande? Non. C'est intéressant pour les gens qui veulent aller en profondeur sur un sujet, qui sont prêts à lire entre les lignes, entendre une vraie discussion entre passionnés, etc. C'est très bien pour ça. C'est pas mainstream. Il y a très bonne chance que ça devienne mainstream. Et c'est très bien comme ça. C'est un format qui existe depuis longtemps, qui a ses propres intérêts, qui probablement nous aide, nous, à être plus à l'aise aussi à l'oral et tout. Très bien. Voilà. C'est ni plus ni moins, quoi. En fait, voilà. J'aime bien les trucs quand nouvelle tendance et tout. Mais non, en fait, mec, c'est avec 95% du contenu YouTube depuis 15 ans, il est comme ça. C'est pas une nouvelle tendance. Donc, voilà. S'il y avait un truc algorithmique derrière, si nous, on voyait émerger des vidéos, que YouTube nous recommande des vidéos super longues, pas éditées et tout, on vous le dirait. Et là, on se dirait, ouais, là, effectivement, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui a eu changé dans l'algo ou dans les demandes des gens, parce que l'algo répond à la demande des gens. Comme c'est le cas pour tout ce qui est très storytelling, on parlera prochainement, parce que là, pour le coup, on les a vus popper, ça marche de mieux en mieux, on a des chaînes qui cartonnent alors qu'elles sortent de nulle part. Oui, là, il y a un vrai truc qui se passe. Storytelling, enfin, le no-editing, je vois rien. Au niveau d'algo, je vois rien. Parce que vraiment, quand vous démarrez YouTube, vous avez des vidéos d'1h30 de gens qui parlent comme ça. Non, voilà. C'est comme ça. Non, mais... C'est le podcast. Ouais, Sinon, tu me dis ça, c'est juste... C'est la tendance podcast, oui, peut-être. C'est la tendance podcast ou c'est la tendance de je me lance sur YouTube. Ce qui est marrant parce que pour des raisons personnelles, je suis allé voir une de tes premières vidéos sur ta chaîne Mon Petit Réflexe. Oula. Et on est sur du no-editing, quoi. Ah bah totalement. On est sur j'allume ma caméra, je parle pendant 7 ou 8 minutes et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense que c'est comme ça que la plupart de tous les youtubeurs, sauf ceux qui ont trop cogité ou qui ont déjà une expérience, mais c'est comme ça que ça démarre. Donc c'est pour ça, encore une fois, si vous voulez y aller, allez-y. On ne peut pas dire le contraire, mais ne vous attendez pas à ce que ça fasse péter votre chaîne parce que c'est la tendance du moment. Mais c'est vrai que nous, on l'oublie des fois qu'on a commencé comme ça, que la plupart des youtubeurs ont commencé comme ça. Et on a tendance à se dire, ouais, mais aujourd'hui, sur YouTube, il faut du montage, du machin, etc. Et donc, on a tendance à parfois dire à ceux qui nous écoutent ou à nos clients qui veulent démarrer, d'aller direct vers des trucs très exigeants et très complexes, en oubliant que, moi, tu m'aurais dit au moment où j'ai démarré ma chaîne photo, qu'il fallait faire du montage, il fallait de l'editing, des machins, etc., préparer des scripts. Jamais de la vie, j'aurais démarré ma chaîne YouTube. Jamais. Je me serais dit, c'est trop compliqué et tout, je vais pas me prendre le chou, je vais faire un blog. À l'époque, c'était vraiment ça. Hein. La décision, c'était ça. J'hésitais entre faire un blog sur la photo ou ouvrir une chaîne YouTube. Je me suis dit, attends mec, une chaîne YouTube, c'est vachement moins d'efforts. Tu allumes ta cam, tu parles et tu postes. Vachement plus facile que d'écrire un texte, de trouver les photos et tout. Donc, voilà. Donc, ça reste vrai, je pense, pour ceux qui démarrent. Mais dans ce cas-là, on démarre sans attente, on démarre sans ambition. Et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et j'en reviens encore, je pense que c'est un passage qui est bon pour tous les passionnés qui veulent se lancer sur YouTube. Voilà, pour enlever ce côté aussi pression et pour apprécier plus le fait de partager et le fait de créer du contenu avant de vouloir tout de suite faire des stats, faire des vues, avoir une vidéo virale. Voilà, apprécier, moi, c'est toujours ce que je dis, apprécier déjà le chemin plutôt que l'arrivée, quoi. C'est très mal dit. Il y en a qui font des meilleures citations que moi. Mais voilà, et c'est pour ça que quand j'ai vu tes premières vidéos, je me suis dit, clairement, Sylvain est en avance sur son temps. Voilà, c'est sa précurseur.
Bon, en tout cas, merci N'importe quoi. beaucoup. C'était marrant parce que on allait plus loin que nos discussions en off, donc c'est très plaisant. Merci à vous de nous écouter. Allez, je fais pas un appel à l'action, mais je voudrais vraiment vous remercier parce que on a de plus en plus de retours. Alors, pas souvent en commentaire, mais je sais que Sylvain, toi, tu en as aussi en message privé. On est ravis que ça plaise à une petite communauté. Moi, j'aime dire qu'on est sous-coté sur YouTube. Donc, continuez à nous soutenir, continuez à nous écouter. Pour tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, je suis désolé de vous mettre en retard l'épisode, je le dis en public. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et le meilleur moyen de nous soutenir, partagez la vidéo, parlez-en à des personnes qui se posent des questions sur YouTube, que ce soit sur l'algorithme, sur l'aventure YouTube. Voilà, nous, c'est un plaisir d'aider des personnes rien qu'avec nos discussions. Donc, merci et partagez la vidéo. Ouais. Un bon moyen de partager, c'est de faire un post LinkedIn. Si vous êtes un peu sur LinkedIn, il y a des gens qui font ça souvent, qui disent tiens, les 3 podcasts que j'écoute tout le temps en ce moment, on est régulièrement cité dans des posts comme ça fait plaisir et ça permet de se faire découvrir. Voilà. Comme ça, vous apportez un peu de valeur aussi aux gens. C'est pas simplement un partage comme ça, mais voilà, un bon moyen de le faire. Merci Bah, Mathieu merci encore pour ces Sylvain. sujets. En tout cas, c'est toujours trop passionnant. J'adore. Et à la Avec prochaine. plaisir. Allez, ciao et très bonne fin de journée, bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Bye.